Ferme les yeux un instant, juste un instant, et laisse remonter une image, un souvenir d'enfance lié à l'amour. Peut-être une scène à table, le soir avec ta famille. Peut-être un moment où tu as pleuré et où quelqu'un est venu ou n'est pas venu. Peut-être une étreinte, une absence, une voix douce ou une voix dure. Quelque chose remonte, n'est-ce pas? Quelque chose qui a l'air ancien, mais qui en réalité est encore là, très présent, très vivant. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de quelque chose d'essentiel, de quelque chose qui nous concerne tous, sans exception. Je voudrais qu'on parle de ce que notre enfance nous a appris sur l'amour, pas l'amour tel qu'on le rêve dans les films ou dans les chansons, l'amour réel. Celui qu'on a reçu ou qu'on a manqué, celui qu'on a observé entre nos parents, celui qu'on a cherché parfois désespérément dans le regard des autres, cet amour-là, celui de nos premières années, il a tout façonné. Absolument tout. La façon dont on se laisse aimer, la façon dont on réagit quand quelqu'un s'approche trop près ou quand quelqu'un s'éloigne. Je suis psychiatre et je pratique la méditation depuis de nombreuses années. Et dans mon cabinet, comme dans ma propre vie, j'ai pu constater une chose avec une clarté absolue. Nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, les héritiers de notre histoire. Nous portons en nous les leçons de notre enfance comme on porte des lunettes qu'on a oublié d'avoir mises. On ne les voit plus, mais elles colorent tout ce qu'on regarde. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de les enlever un moment, de regarder ces lunettes, de comprendre d'où elles viennent et peut-être, juste peut-être, de choisir d'en mettre de nouvelles. Ou au moins de savoir qu'on peut le faire. Ce chemin n'est pas toujours facile, il demande une certaine douceur envers soi-même, il demande de la patience, mais il est profondément libérateur. Et je serai là tout au long de cet épisode pour marcher avec toi, alors installe-toi confortablement, respire et commençons ensemble. La première chose que je voudrais explorer avec toi, c'est cette idée que l'enfance est une école dont personne ne t'a parlé. Une école sans programme officiel, sans professeur formé, sans diplôme à la sortie, et pourtant c'est l'école la plus importante de ta vie, parce que c'est là que tu as appris les règles fondamentales de l'amour. Les règles que tu appliques encore aujourd'hui, souvent sans t'en rendre compte. Qu'est-ce que j'entends par là? Laisse-moi te donner un exemple simple. Imagine un enfant, appelons-le Théo. Théo a 5 ans. Un soir, il tombe et se fait mal au genou. Il pleure, sa mère est là, mais elle est épuisée. Elle a travaillé toute la journée, elle est débordée. Elle dit à Théo, avec une certaine impatience dans la voix, « Arrête de pleurer, c'est rien, t'es grand maintenant. » Théo ravale ses larmes. Il se dit, sans le formuler avec des mots, parce qu'à 5 ans, on ne formule pas encore avec des mots. Il se dit quelque chose comme « Mes émotions dérangent. Quand je montre ma douleur, on me rejette. Pour être aimé, je dois être fort. » Cette leçon-là, Théo va la porter pendant des années, des décennies peut-être. Et quand il aura 30 ans, 40 ans, quand sa compagne lui demandera comment il va, il dira « bien même s'il ne va pas bien ». Parce que montrer sa vulnérabilité, pour lui, c'est dangereux. C'est une menace. C'est une leçon qu'il a apprise à 5 ans, un soir avec un genou écorché. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de mauvaise volonté. La mère de Théo n'était pas une mauvaise mère. Elle était humaine, fatiguée, imparfaite, comme nous tous. Mais l'enfant, lui, n'a pas accès à cette nuance. L'enfant prend tout au pied de la lettre, l'enfant construit des règles absolues à partir de moments relatifs. Et c'est là que réside toute la complexité de ce souhait. Nos parents, nos figures d'attachement, ils nous ont aimés du mieux qu'ils pouvaient, avec leurs propres blessures, leurs propres peurs, leurs propres lacunes héritées de leur propre enfance. Mais nous, enfants, nous avons reçu cet amour-là comme s'il était la définition universelle de l'amour, comme si c'était la seule façon dont l'amour pouvait exister. Il y a un concept en psychologie que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois simple et profond. C'est le concept d'attachement. John Bowlby, un psychiatre britannique, a consacré une grande partie de sa vie à comprendre comment les liens affectifs se forment dans l'enfance. Et ce qu'il a découvert est remarquable. Il a montré que très tôt, dès les premiers mois de la vie, l'enfant développe un style d'attachement avec ses figures de soins. Un style qui va devenir sa façon de se relier aux autres tout au long de sa vie. Il y a principalement 3 styles d'attachement que je voudrais te présenter. Non pas pour que tu te mettes dans une case, surtout pas, mais pour que tu puisses te reconnaître peut-être dans certains de ces patterns et comprendre d'où ils viennent. Le premier style, c'est l'attachement sécure. C'est l'enfant dont les besoins ont été répondus de façon suffisamment régulière et chaleureuse. Quand il avait peur, quelqu'un venait. Quand il pleurait, quelqu'un consolait, pas toujours parfaitement.
pas à chaque fois, mais suffisamment. Cet enfant-là a appris quelque chose de fondamental, je peux compter sur les autres, je mérite d'être aimé. Quand je suis en difficulté, je peux demander de l'aide. Devenu adulte, cet enfant aura tendance à former des relations relativement stables, à s'engager sans trop de peur, à exprimer ses besoins sans trop de honte. Mais attention, je veux être honnête avec toi, l'attachement sécure n'est pas un idéal réservé à quelques chanceux, et avoir un attachement sécure ne signifie pas ne jamais souffrir en amour. Ça signifie avoir une base solide à partir de laquelle on peut explorer, tomber et se relever. Le deuxième style, c'est l'attachement anxieux, c'est l'enfant dont les figures d'attachement ont été imprévisibles. Parfois présente, chaleureuse, attentive, parfois absente, froide et débordée, cet enfant ne sait jamais à quoi s'attendre. Il ne peut pas prédire si, quand il aura besoin, quelqu'un sera là. Alors il développe une stratégie, il amplifie ses signaux, il pleure plus fort, il s'accroche plus fort, il fait tout pour ne pas perdre le contact avec la figure d'attachement. Parce que perdre ce contact, c'est terrifiant. Devenu adulte, cet enfant aura souvent peur d'être abandonné. Il sera très attentif aux signaux de l'autre, parfois hypersensible. Un message non répondu pendant 2 heures peut déclencher une tempête intérieure. Une remarque anodine peut être interprétée comme un signe de rejet. Il aura tendance à demander beaucoup de réassurance. Et paradoxalement, cette demande de réassurance peut parfois éloigner les partenaires, ce qui confirme la peur originelle. C'est un cercle douloureux. Le troisième style, c'est l'attachement évitant. C'est l'enfant dont les figures d'attachement ont été régulièrement indisponibles émotionnellement. Des parents qui n'aimaient pas les débordements émotionnels. Des parents qui valorisaient l'autonomie, la force, le débrouille-toi. Cet enfant a appris que ses besoins affectifs ne seront pas comblés. Alors il a fait quelque chose de très intelligent, quelque chose de très adaptatif pour survivre. Il a appris à ne plus avoir besoin, ou plutôt à faire comme s'il n'avait plus besoin. Devenu adulte, cet enfant aura souvent l'air très indépendant, très autonome, peut-être même un peu froid, il aura du mal à laisser entrer les autres vraiment près. Il se sentira étouffé quand un partenaire demande trop de proximité. Il dira qu'il n'a pas besoin des autres, qu'il se suffit à lui-même. Mais au fond, il y a cette même solitude, cette même faim d'amour. Proust mieux caché, juste plus enfoui. Je veux que tu prennes un moment ici, juste un moment. Est-ce que tu te reconnais dans l'un de ces styles, peut-être un peu dans l'un, un peu dans l'autre? C'est tout à fait possible. Les styles d'attachement ne sont pas des catégories rigides, ils sont des tendances, des colorations, et elles peuvent varier selon les contextes, selon les partenaires, selon les périodes de la vie. Ce qui est important, ce n'est pas de te cataloguer, c'est de commencer à voir, à observer tes propres réactions avec un peu plus de curiosité et un peu moins de jugement. Parce que quand on comprend d'où vient un comportement, on peut commencer à le choisir différemment. On n'est plus prisonnier de lui. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide beaucoup à continuer ce travail. Revenons à notre exploration. Il y a quelque chose que je veux aborder maintenant, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est la question des modèles. Les modèles d'amour que nous avons observés dans notre enfance. Parce que l'enfant n'apprend pas seulement à travers ce qu'on lui fait, il apprend aussi à travers ce qu'il observe. Et la première histoire d'amour qu'il observe, c'est celle de ses parents ou de ses figures parentales. Cette relation-là, il la regarde avec des yeux immenses, avec une attention totale. Et il en tire des conclusions sur ce qu'est l'amour, sur ce à quoi l'amour ressemble, sur comment les gens qui s'aiment se comportent. Laisse-moi te donner un autre exemple. Imagine une petite fille, appelons-la Léa. Léa grandit dans une maison où ses parents s'aiment, mais où ils ne se parlent presque jamais. Pas de conflit ouvert, pas de cris, mais pas de tendresse non plus, pas de conversation profonde. Une coexistence polie, un peu froide. Léa observe ça pendant toute son enfance et elle tire une conclusion, c'est ça l'amour. On est ensemble, mais on garde ses distances, on ne se dit pas vraiment les choses. L'intimité, ça n'existe pas vraiment. Quand Léa aura 25 ans et qu'elle sera dans une relation, elle aura du mal à vraiment s'ouvrir. Elle trouvera les conversations profondes et inconfortables. Elle dira peut-être qu'elle n'est pas du genre à parler de ses émotions, pas parce qu'elle est froide, pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce que personne ne lui a montré que c'était possible. Personne ne lui a montré que l'amour pouvait inclure cette profondeur-là. Et à l'inverse, imagine un enfant qui a grandi dans une maison où ses parents s'aimaient avec passion, mais où cette passion était souvent explosive, des moments de tendresse intense suivis de disputes violentes.
de réconciliation dramatique, cet enfant va apprendre que l'amour c'est intense, que l'amour c'est chaud et froid, que l'amour c'est de la turbulence. Et il risque, devenu adulte, de s'ennuyer dans les relations stables, de confondre la stabilité avec le manque d'amour, de chercher inconsciemment la turbulence parce que c'est ça qui lui semble réel, vivant, authentique. Vous voyez comme tout ça est subtil, comme tout ça est profond. Nous ne choisissons pas consciemment nos modèles, nous les absorbons, comme une éponge absorbe l'eau, sans filtrer, sans choisir. Et ensuite nous les reproduisons. Ou nous nous battons contre eux, parfois les deux en même temps. J'ai rencontré dans ma pratique des personnes qui avaient grandi avec des parents très aimants, très présents, mais qui avaient une relation entre eux très conflictuelle. Et ces personnes-là me disaient souvent « je sais que je suis aimé, je n'ai pas de doute là-dessus, mais je ne sais pas comment faire pour que l'amour soit paisible ». Chaque fois que j'entre dans une relation, ça devient rapidement compliqué parce que leur modèle de l'amour conjugal était un modèle conflictuel. Pas leur relation avec leurs parents, mais la relation de leurs parents entre eux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours. On pense souvent à ce qu'on a vécu directement, mais on oublie ce qu'on a observé, ce qu'on a absorbé passivement, ce qui s'est gravé en nous par la simple répétition du quotidien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, une phrase qui vient de la sagesse populaire, mais qui cache une vérité psychologique profonde. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est vrai, dans une certaine mesure. Nos parents nous ont donné ce qu'ils avaient reçu, et leurs parents avaient fait de même. Il y a une transmission génération après génération de façon d'aimer, de façon de se relier, de façon de gérer la douleur et la joie dans les relations, mais je veux immédiatement ajouter quelque chose d'important. Cette phrase, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, elle est vraie, mais elle n'est pas une fatalité, parce que nous avons quelque chose que nos ancêtres n'avaient pas toujours. Nous avons la conscience. Nous avons la capacité de regarder nos patterns, de les nommer, de les comprendre, et à partir de là, de commencer à les transformer. La conscience ne guérit pas tout, et je ne veux pas être naïf là-dessus. Mais elle ouvre une porte, elle crée un espace entre le stimulus et la réponse, un espace dans lequel la liberté peut commencer à exister. Prenons un moment pour souffler ensemble. Je voudrais te proposer une petite réflexion. Pense à la façon dont tu vis l'amour aujourd'hui, dans tes relations intimes, dans tes amitiés profondes, dans ta relation avec toi-même. Est-ce que tu peux identifier une ou deux règles implicites que tu sembles suivre, des règles que tu n'as jamais choisies consciemment, mais qui semblent guider tes comportements? Par exemple, il ne faut pas trop demander, ou si je montre ma vulnérabilité, je serai rejeté, ou encore l'amour, ça finit toujours par faire mal, ou je dois mériter l'amour, il ne vient pas gratuitement. Ces règles-là, d'où viennent-elles? Si tu les traces en arrière, comme on remonte un fil, où est-ce qu'elles te mènent? À quel moment de ton enfance? À quelle scène? À quel visage? Je ne te demande pas de faire une thérapie là maintenant tout seul. Je te demande juste de commencer à regarder avec douceur, avec curiosité, comme un archéologue qui déterrerait des objets anciens, non pas pour les détruire, mais pour les comprendre. Si tu es en train de marcher, de conduire ou simplement d'écouter avec les yeux ouverts, c'est parfait. Ce travail se fait aussi en mouvement. Il se fait dans la vie quotidienne. Il ne nécessite pas de s'allonger sur un divan. Il nécessite juste une certaine qualité d'attention à soi-même. Passons maintenant à quelque chose que je trouve fascinant et que j'aborde souvent dans mes conférences. C'est la question des besoins non comblés dans l'enfance et de ce qu'on en fait à l'âge adulte. Chaque enfant a des besoins fondamentaux. Des besoins de sécurité, de tendresse, de reconnaissance, d'appartenance, d'autonomie. Ces besoins ne sont pas des caprices, ce sont des besoins biologiques profondément ancrés dans notre nature. Quand ces besoins sont comblés de façon suffisamment bonne, l'enfant se développe avec une certaine solidité intérieure. Quand ils ne le sont pas, l'enfant s'adapte et c'est là que ça devient intéressant. Ces adaptations, ces stratégies que l'enfant développe pour survivre dans son environnement, elles sont brillantes, elles sont créatives, elles sont absolument nécessaires à ce moment-là. Mais elles deviennent problématiques quand on les transporte dans la vie adulte, dans des contextes où elles ne sont plus nécessaires. Laisse-moi te donner un exemple. Un enfant dont le parent était souvent déprimé ou émotionnellement fragile peut apprendre à prendre soin de l'autre avant de prendre soin de lui-même. Il apprend à surveiller l'humeur du parent. Assez facile quand le parent n'est pas bien, à mettre ses propres besoins de côté pour ne pas alourdir le fardeau du parent. C'est une adaptation magnifique, dans un sens.
Cet enfant devient très attentif aux autres, très empathique, très capable de détecter les besoins des autres, mais devenu adulte, cet enfant aura souvent du mal à exprimer ses propres besoins. Il se sentira coupable de demander, il se sentira égoïste de prendre soin de lui. Il choisira peut-être des partenaires qui ont besoin d'être sauvés, parce que c'est le rôle qu'il connaît. C'est le rôle dans lequel il se sent utile, aimé, nécessaire, et il s'oubliera dans cette relation encore et encore jusqu'à l'épuisement. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. Des personnes extraordinairement généreuses, extraordinairement dévouées, qui donnaient sans compter, et qui au bout d'un moment s'est retrouvées vidées, épuisées, incomprises. Parce qu'elles avaient appris à donner mais pas à recevoir, parce que recevoir pour elles était associé à une forme de danger. Recevoir signifiait dépendre, et dépendre dans leur histoire c'était dangereux. Il y a aussi l'enfant qui a grandi avec un parent très exigeant, très critique. Un parent qui aimait sincèrement, mais qui exprimait cet amour principalement à travers des corrections, des attentes élevées, des remarques sur ce qui n'allait pas. Tu aurais pu faire mieux, ce n'est pas assez. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère, ta sœur? Cet enfant apprend que l'amour est conditionnel, que l'amour se mérite, que pour être aimé, il faut performer. Il faut réussir, il faut être parfait. Devenu adulte, cet enfant sera souvent un perfectionniste, quelqu'un de très exigeant envers lui-même, quelqu'un qui a du mal à se reposer, à accepter ses erreurs, à se dire c'est suffisant, quelqu'un qui même quand il réussit ne ressent pas vraiment de satisfaction. Parce que la barre se déplace toujours un peu plus haut, parce que l'amour conditionnel ne rassasie jamais vraiment. Il nourrit juste assez pour qu'on continue à courir. Et dans ces relations, cet adulte-là aura souvent du mal à se sentir vraiment aimé, parce qu'il attend toujours que l'autre le juge. Il interprète les critiques comme des rejets. Il a du mal à croire qu'on puisse l'aimer tel qu'il est, avec ses imperfections, parce que personne ne lui a vraiment montré que c'était possible. Je veux m'arrêter ici un instant. Parce que je sens que certains d'entre vous sont peut-être en train de se reconnaître dans ces descriptions. Et peut-être que ça fait un peu mal, peut-être que ça réveille quelque chose. Et je veux juste te dire, c'est normal, c'est même bon signe, ça signifie que tu es en train de te voir, et se voir, c'est le début de tout. Mais je veux aussi être clair sur quelque chose. Comprendre ses patterns, reconnaître ses blessures, ce n'est pas pour se plaindre, ce n'est pas pour accuser ses parents, ce n'est pas pour rester prisonnier du passé, c'est pour se libérer. C'est pour pouvoir dire: je comprends maintenant pourquoi je réagis comme ça. Et maintenant que je comprends, je peux commencer à faire autrement. Parce que la compréhension, c'est de la puissance. C'est une forme de liberté que personne ne peut t'enlever. Si ce contenu résonne en toi, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, on continue ce voyage de compréhension de soi. Je voudrais maintenant aborder quelque chose que je trouve particulièrement important et dont on parle trop peu. C'est la question de la honte. La honte est liée à l'amour, la honte est d'avoir besoin, parce que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de cultures, les besoins affectifs sont vécus comme une faiblesse. Tu as besoin de câlin? Tu es un bébé? Tu pleures encore, tu es trop sensible, tu as besoin qu'on te rassure, tu manques de confiance en toi. Ces messagers-là, directs ou indirects, ils créent quelque chose de très douloureux chez l'enfant. Ils créent de la honte autour des besoins les plus naturels du monde. La honte, c'est une émotion particulièrement difficile à travailler. Parce que contrairement à la culpabilité qui dit « j'ai fait quelque chose de mal », la honte dit « je suis quelque chose de mal ». La culpabilité porte sur l'acte, la honte porte sur l'être. Et quand on a honte de ses besoins affectifs, quand on a honte de sa sensibilité, quand on a honte d'avoir besoin d'amour, on fait quelque chose de très triste, on se cache, on cache la partie de soi qui a le plus besoin d'être vue. Et c'est là le paradoxe douloureux. On cache exactement ce qui, si on l'exprimait, pourrait créer la connexion qu'on cherche. On cache sa vulnérabilité, on cache ses besoins, on cache sa peur, et on se retrouve seul dans une relation entourée de gens, mais profondément seul, parce qu'on n'est pas vraiment là, on est là avec un masque. Brené Brown, une chercheuse américaine que j'admire beaucoup, a passé des années à étudier la vulnérabilité et la honte, et elle a conclu quelque chose de remarquable: la vulnérabilité est le berceau de la connexion. C'est-à-dire que c'est précisément dans les moments où on ose montrer sa vraie nature avec ses doutes, ses peurs, ses besoins, que la vraie connexion devient possible. Mais pour beaucoup d'entre nous, cette idée est terrifiante, parce que montrer sa vulnérabilité, c'est prendre un risque, c'est s'exposer. Et si l'enfance nous a appris que s'exposer, c'est se faire blesser, alors on va éviter ça à tout prix, même si ça signifie rester seul, même si ça signifie passer à côté de la connexion qu'on désire profondément.
Je pense à un homme que j'ai accompagné en thérapie il y a quelques années. Un homme très brillant, très accompli dans sa vie professionnelle. Mais dans sa vie amoureuse, il répétait le même schéma. Il rencontrait quelqu'un, tout se passait bien au début. Et puis dès que la relation commençait à devenir vraiment intime, dès que l'autre commençait à vraiment le connaître, il trouvait une raison de partir. Un défaut chez l'autre, une incompatibilité, une raison valable en apparence. En travaillant ensemble, on a compris ce qui se passait. Cet homme avait grandi avec un père qui le critiquait beaucoup, qui l'aimait, oui, mais qui exprimait cet amour à travers des critiques constantes. Et cet homme avait appris profondément que plus quelqu'un te connaît vraiment, plus il peut te blesser. Que l'intimité c'est dangereux, que se laisser vraiment voir c'est s'exposer à être rejeté pour ce qu'on est vraiment. Alors il quittait avant d'être quitté, il fermait la porte avant que l'autre puisse la claquer. C'était une stratégie de protection absolument logique, absolument cohérente avec ce qu'il avait appris. Mais elle lui coûtait l'amour qu'il cherchait. Quand il a pu voir ça, quand il a pu nommer ce mécanisme, quelque chose a changé en lui. Pas du jour au lendemain, pas magiquement, mais progressivement il a pu rester un peu plus longtemps, s'exposer un peu plus. Et découvrir que l'intimité pouvait aussi être un endroit sûr. C'est ça le travail, c'est ça la transformation. Elle ne se fait pas en un instant, elle se fait dans les petits moments du quotidien, dans les petites décisions de s'ouvrir un peu plus, de rester un peu plus, de dire ce qu'on ressent vraiment même si c'est inconfortable. Il y a une autre dimension que je voudrais explorer maintenant. C'est la relation entre l'amour qu'on a reçu dans l'enfance et la façon dont on se traite soi-même. Parce qu'on parle souvent de l'amour dans les relations avec les autres. Mais il y a une relation qui est souvent oubliée, une relation qui est pourtant fondamentale, c'est la relation qu'on a avec soi-même, la façon dont tes figures d'attachement t'ont traité dans l'enfance a créé un modèle. Un modèle de comment on doit se traiter. Si tu as grandi avec un parent très critique, tu as probablement internalisé cette voix critique. Et maintenant, elle est dans ta tête, elle commente tout ce que tu fais. Elle souligne tes erreurs, elle te dit que tu n'es pas assez bien. Si tu as grandi avec un parent qui minimisait tes émotions, tu t'es minimisé probablement toi-même. Tu te dis c'est pas grave, je suis trop sensible, j'exagère. Même quand tu souffres vraiment, même quand tu aurais besoin de te prendre au sérieux. Si tu as grandi avec un parent qui te montrait beaucoup de chaleur et de bienveillance, tu as probablement internalisé cette chaleur et tu es capable de te parler avec douceur, de te consoler. De te soutenir dans les moments difficiles. Cette voix intérieure, cette façon de se parler à soi-même, c'est ce que les psychologues appellent le self-talk. Et elle est profondément influencée par les voix qu'on a entendues dans l'enfance, par les messages qu'on a reçus sur notre valeur, sur notre capacité, sur notre mérite d'être aimé. Il y a un concept que j'utilise beaucoup dans mon travail qui vient de la psychologie bouddhiste mais qui a été intégré dans la psychologie occidentale. C'est le concept d'autocompassion. L'autocompassion, c'est la capacité de se traiter soi-même avec la même bienveillance qu'on traiterait un ami cher. C'est se dire, dans les moments de difficulté, c'est dur, je souffre, et c'est humain de souffrir. Je mérite d'être soutenu, même si ce soutien vient de moi-même. Pour beaucoup de personnes, cette idée est révolutionnaire et un peu inconfortable. Parce qu'on a appris que se montrer de la bienveillance, c'est de l'égoïsme, que se plaindre, c'est de la faiblesse, et que se consoler soi-même, c'est se complaire dans sa souffrance. Ces idées-là sont fausses, profondément fausses, et elles nous coûtent très cher. La recherche en psychologie est très claire là-dessus. Les personnes qui ont une bonne autocompassion sont plus résilientes. Elles se remettent plus vite des échecs. Elles sont moins anxieuses, moins déprimées, et, chose remarquable, elles sont aussi plus capables d'empathie envers les autres. Parce que quand on est en paix avec sa propre souffrance, on peut accueillir la souffrance des autres sans être submergé. L'autocompassion, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on peut cultiver, qu'on peut apprendre, même si on ne l'a pas reçu dans l'enfance, même si personne ne nous a montré comment faire. Si ce que j'explique t'apporte quelque chose, je t'invite à laisser un commentaire, à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Je voudrais maintenant parler de quelque chose que j'observe souvent et qui est à la fois douloureux et fascinant. C'est la répétition. La tendance que nous avons à recréer dans nos relations adultes, les dynamiques que nous avons connues dans l'enfance, même quand ces dynamiques nous ont blessés, même quand on ne le veut pas consciemment. Freud appelait ça la compulsion de répétition. C'est l'idée que nous sommes attirés parce que magnétiquement vers ce qui nous est familier, même si ce familier est douloureux. Parce que le familier, c'est prévisible. Et le prévisible, pour le cerveau, c'est sécurisant, même si c'est douloureux. Laisse-moi te donner un exemple. Une femme, appelons-la Marie, a grandi avec un père émotionnellement absent.
Présent physiquement, mais jamais vraiment là, jamais vraiment disponible. Marie a passé son enfance à essayer d'attirer son attention, à faire des choses pour qu'il la remarque, à chercher son regard. Et elle n'a jamais vraiment réussi. Devenue adulte, Marie est attirée par des hommes distants, des hommes qui ne sont pas vraiment disponibles, des hommes qui la font attendre, qui sont difficiles à atteindre. Et elle met une énergie immense à essayer de les conquérir, à les faire changer, à obtenir enfin cet amour qu'elle n'a jamais reçu. Pourquoi? Pas parce qu'elle est masochiste, pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce que cette dynamique-là, elle la connaît, c'est son terrain familier, et inconsciemment, elle cherche à rejouer l'histoire. Mais cette fois, avec une fin différente, cette fois, elle veut gagner. Elle veut que l'homme distant finisse par se tourner vers elle, parce que si ça arrive, ça réparera quelque chose, ça prouvera qu'elle méritait l'amour de son père. Bien sûr, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas réparer une blessure d'enfance en rejoignant le même scénario. On peut juste se blesser à nouveau. Et confirmer la croyance originelle. Je ne mérite pas vraiment d'être aimé. Mais voilà quelque chose d'important que je veux te dire. Reconnaître ce pattern, c'est déjà le transformer. Quand Marie a pu voir ce qu'elle faisait, quand elle a pu comprendre pourquoi elle était attirée par ces hommes-là, quelque chose a changé, elle a commencé à pouvoir faire un choix différent, pas immédiatement, pas sans difficulté, mais progressivement, et elle a aussi pu commencer à faire quelque chose d'encore plus important. Elle a pu commencer à faire le deuil de l'amour de son père qu'elle n'avait pas reçu. Parce que tant qu'on n'a pas fait ce deuil-là, on continue à aller chercher ailleurs, dans des relations qui ne peuvent pas combler ce manque, parce qu'aucune relation adulte ne peut combler un manque d'enfance. Ce n'est pas le rôle d'un partenaire de réparer notre enfance, ce n'est pas possible. Et quand on attend ça d'un partenaire, on lui demande l'impossible, et on se condamne à la déception. Le deuil, c'est accepter que certaines choses ne viendront pas, que certains amours ne seront pas donnés, que certaines blessures ne seront pas guéries par quelqu'un d'autre. Et c'est dans cette acceptation douloureuse mais libératrice qu'on peut enfin commencer à se tourner vers des relations différentes, des relations dans lesquelles on n'est pas en train de chercher ce qu'on n'a pas eu, des relations dans lesquelles on est vraiment là, vraiment présent, avec quelqu'un qui est aussi vraiment là. Je voudrais maintenant aborder quelque chose de plus lumineux. Parce que je ne veux pas que cet épisode soit seulement une exploration des blessures. Je veux aussi parler des ressources, des choses que l'enfance nous a données, des forces qu'elle a développées en nous. Parce que l'enfance, même difficile, n'est pas seulement une source de blessures, elle est aussi une source de richesse, de capacité, de sensibilité particulière. Et souvent, nos plus grandes forces viennent précisément de nos expériences les plus difficiles. L'enfant qui a grandi dans une famille chaotique a souvent développé une capacité remarquable à lire les ambiances, à sentir les tensions dans une pièce avant même que quoi que ce soit dit. C'est une forme d'intelligence émotionnelle très fine. Certes, elle est née de la nécessité. Elle est née du besoin de survivre dans un environnement imprévisible, mais elle est là, elle est réelle, et elle peut être une ressource extraordinaire. L'enfant qui a grandi avec peu de tendresse a souvent développé une profonde capacité d'empathie, parce qu'il sait ce que c'est de manquer, et ce savoir-là le rend capable de reconnaître la souffrance chez les autres, de la voir là où d'autres ne la vuaient pas. L'enfant qui a dû être fort, qui a dû s'adapter, qui a dû naviguer des situations complexes a souvent une résilience remarquable. Une capacité à traverser les épreuves qui impressionne ceux qui le côtoient. Je ne dis pas ça pour minimiser les blessures, je dis ça pour rappeler que nous sommes des êtres complexes. Que nous ne sommes pas seulement nos blessures, que nous sommes aussi nos forces, et que souvent les deux sont intimement liés. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image du kintsugi. Tu connais peut-être cette technique japonaise de réparation des céramiques cassées. Au lieu de cacher les fissures, on les remplit d'or, on les met en valeur. La pièce réparée est plus belle que la pièce originale. Parce que les fissures font partie de son histoire, elles témoignent de ce qu'elle a traversé. Et l'or qui les remplit dit « oui, j'ai été cassé et je suis encore là ». Et c'est beau, c'est une métaphore que je trouve profondément juste pour parler de la guérison psychologique. Il ne s'agit pas d'effacer les blessures, il ne s'agit pas de faire comme si elles n'avaient pas existé. Il s'agit de les intégrer, de leur trouver une place dans notre histoire, de les transformer en quelque chose qui a du sens, en quelque chose qui nous rend plus riches, plus profonds, plus humains. Si ce contenu t'aide dans ton chemin, n'hésite pas à t'abonner et à partager cet épisode. Ça fait vraiment une différence. Parlons maintenant de quelque chose de concret, de ce qu'on peut faire. Parce que la compréhension, c'est essentiel. Mais la transformation, elle passe aussi par des actions concrètes, par des pratiques, par des choix quotidiens.
La première chose que je te propose, c'est de pratiquer ce que j'appelle la curiosité bienveillante envers soi-même. Chaque fois que tu te retrouves dans une réaction émotionnelle forte, une jalousie soudaine, une peur d'abandon, une colère disproportionnée, une envie de fuir au lieu de te rouger, au lieu de te dire je suis trop sensible ou je suis fou, pose-toi une question simple. D'où vient ça? Pas pour trouver une réponse immédiate. Pas pour tout expliquer, juste pour créer un espace, juste pour se dire cette réaction a une histoire et je peux être curieux de cette histoire. Cette simple pratique change beaucoup de choses. Elle transforme le rapport qu'on a à ses propres réactions. Au lieu d'être submergé par elles, on commence à les observer. Et observer, c'est déjà ne plus être entièrement dedans. La deuxième chose que je te propose, c'est de pratiquer la communication des besoins. Si tu as grandi dans une famille où exprimer ses besoins était mal vu ou dangereux ou inutile, tu as probablement du mal à le faire dans tes relations adultes. Alors commence petit, dans des contextes sûrs, avec des personnes de confiance. Dis ce que tu ressens, dis ce dont tu as besoin, pas de façon accusatrice, pas de façon dramatique, juste j'ai besoin de est-ce que c'est possible et observe ce qui se passe. Souvent on découvre que les autres ne réagissent pas comme on le craignait, que la vulnérabilité n'entraîne pas le rejet qu'on anticipait, que les gens qu'on aime sont souvent heureux de savoir ce dont on a besoin. Parce qu'ils ne lisent pas dans les pensées, parce qu'ils ne peuvent pas deviner et parce qu'ils ont aussi envie de bien faire. La troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de chercher des expériences correctrices. Des expériences qui viennent contredire les croyances négatives héritées de l'enfance. Si tu crois que tu ne mérites pas d'être aimé, cherche des preuves du contraire dans ta vie. Elles sont là. Parfois, on ne les voit pas parce qu'on ne les cherche pas. Parce que le cerveau a tendance à confirmer ce qu'il croit déjà. Et entraîne-toi à remarquer les moments où quelqu'un te montre de la bienveillance, les moments où quelqu'un t'aime tel que tu es. Pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu accomplis, mais simplement pour ce que tu es. Ces moments existent. Ils sont peut-être discrets, peut-être qu'on ne les a pas appris à recevoir, mais ils sont là. Et en thérapie, quand c'est possible, la relation thérapeutique elle-même peut être une expérience correctrice. Un espace où l'on peut être vu, entendu, compris sans jugement. Un espace où l'on peut expérimenter qu'être vulnérable ne conduit pas aux rejettes, que ses besoins peuvent être accueillis, que l'on mérite d'être pris au sérieux. Je veux aussi parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est la question de la transmission. Parce que si tu es ce parent ou si tu envisages de l'être, tout ce dont on a parlé aujourd'hui prend une dimension supplémentaire. Parce que tu es toi aussi en train de transmettre quelque chose à tes enfants. Tu es en train de créer leur première leçon sur l'amour et je veux te rassurer immédiatement, tu n'as pas besoin d'être parfait, il n'existe pas de parent parfait. Bowlby lui-même et les chercheurs qui ont suivi ont montré que ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être suffisamment bon, c'est d'être là suffisamment souvent. De réparer les ruptures quand elles arrivent, de montrer à l'enfant que même quand on s'est trompé, même quand on a crié, même quand on n'était pas disponible, on peut revenir, on peut s'excuser, on peut reconnecter. Cette capacité à réparer, elle est peut-être la chose la plus importante qu'un parent puisse offrir parce qu'elle enseigne à l'enfant que les relations peuvent survivre au conflit, que l'amour ne disparaît pas quand on fait une erreur, que les ruptures ne sont pas définitives. Et si tu as l'impression d'avoir transmis certaines de tes blessures à tes enfants, si tu te reconnais dans certains de ces patterns, ne te laisse pas écraser par la culpabilité. La culpabilité ne sert à rien ici. Ce qui sert, c'est de prendre conscience, c'est de faire ce travail sur toi-même parce que chaque pas que tu fais vers ta propre guérison est un pas que tu fais aussi pour tes enfants. Chaque fois que tu brises un pattern dans ta propre vie, tu allèges le fardeau que tu leur transmets. Il n'est jamais trop tard pour ça. Vraiment, jamais trop tard. Je voudrais, avant de conclure, te partager une réflexion qui me touche beaucoup. C'est une réflexion sur la gratitude envers notre enfance, même difficile, même douloureuse. Parce que notre enfance, avec tout ce qu'elle nous a donné et tout ce qu'elle ne nous a pas donné, elle nous a fait, elle nous a façonné, elle a créé la personne que nous sommes aujourd'hui. Avec nos sensibilités, nos forces, nos fragilités, notre façon unique de voir le monde et de nous relier aux autres. Et cette personne-là, avec toute son histoire, mérite d'être aimée, mérite d'être accueillie, mérite d'être vue. Il y a une phrase du poète Rainer Maria Rilke qui me revient souvent. Il écrit peut-être que toutes les choses qui nous font peur sont, dans leur nature profonde, des choses sans défense qui ont besoin de notre amour. Je pense que ça s'applique aussi à nos blessures, à nos peurs. À nos patterns, ces parties de nous qui nous font honte, qui nous font peur, qui nous semblent laides ou indésirables, elles ont besoin de notre amour, pas de notre rougement, pas de notre rejet, de notre amour. Parce que c'est seulement quand on peut s'accueillir soi-même pleinement avec ses lumières et ses ombres qu'on peut vraiment accueillir les autres.
C'est seulement quand on peut s'aimer tel qu'on est qu'on peut aimer les autres pour ce qu'ils sont vraiment. C'est ça, je crois, la leçon la plus profonde que l'enfance peut nous enseigner si on prend le temps de la relire avec des yeux adultes, avec de la bienveillance, avec de la compassion, envers nous-mêmes, envers ceux qui nous ont élevés, envers cette petite personne que nous avons été qui faisait de son mieux pour naviguer un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Ce petit enfant est encore en toi, il est toujours là. Et il a besoin de toi, non pas pour être sauvé, non pas pour être réparé, mais pour être enfin vu, enfin entendu, enfin aimé. Alors voilà ce que je t'invite à faire après cet épisode. Prends un moment aujourd'hui ou dans les jours qui viennent pour t'asseoir tranquillement et imagine cet enfant que tu as été à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans. Regarde-le, regarde ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, ce dont il avait besoin et dis-lui intérieurement, avec toute la douceur que tu peux rassembler, je te vois, je suis là, tu n'es plus seul. Et tu mérites d'être aimé. Ce n'est pas un exercice naïf, ce n'est pas de la pensée magique, c'est une façon concrète de commencer à recréer un lien avec cette partie de toi qui a peut-être été laissée de côté. C'est une façon de commencer à te donner ce que tu n'as peut-être pas reçu. Et c'est un début réel. Nous avons voyagé ensemble aujourd'hui à travers des territoires importants. Nous avons parlé des styles d'attachement et de comment ils se forment. Nous avons parlé des modèles d'amour que nous avons observés dans l'enfance. Nous avons parlé des besoins non comblés et des adaptations brillantes que nous avons développées pour survivre. Nous avons parlé de la honte, de la répétition, de la compulsion à rejouer les mêmes histoires. Et nous avons parlé des ressources, des forces, de la beauté qui peut émerger même des expériences les plus difficiles. Tout ça pour dire une chose simple, tu es le produit de ton histoire. Mais tu n'es pas prisonnier de ton histoire, tu peux la comprendre, tu peux la transformer, tu peux choisir à chaque instant de faire un pas dans une direction différente. Un petit pas, un pas imparfait, mais un pas. Et chaque pas compte, vraiment. Je veux te remercier du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir accepté de te pencher sur ces questions importantes. Ce n'est pas toujours facile, ça demande du courage. Et tu l'as fait. Si cet épisode t'a touché, s'il t'a aidé à voir quelque chose de nouveau en toi, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, un proche, quelqu'un qui traverse une période difficile dans ses relations. Parce que ces conversations-là, elles ont le pouvoir de changer des vies. Et chaque fois qu'on partage quelque chose de vrai, quelque chose d'humain, on tisse un lien. On rappelle à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait pour continuer ce chemin ensemble. Parce qu'il y a encore tant de choses à explorer, tant de territoires intérieurs qui méritent notre attention et notre douceur. Prends soin de toi, prends soin de cet enfant que tu as été. Et souviens-toi, tu mérites d'être aimé. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout réussi, mais simplement parce que tu es là, parce que tu es humain. Et parce que l'amour, le vrai amour, celui qui nourrit vraiment ne se mérite pas, il se reçoit et il se donne. On se retrouve dans le prochain épisode. Je serai là